3 adolescentes disparues, un fermier, une grange, et un carnet où chaque minute de douleur était soigneusement chronométrée. Il existe des villages où le temps semble s'être arrêté. De petites communautés rurales, coupées du monde, où chacun connaît le prénom de son voisin et où la vie paraît paisible. Mais derrière les apparences tranquilles, certaines histoires continuent de circuler. Des histoires qu'on aimerait croire inventées, tant elles paraissent irréelles. Au cœur de l'un de ces villages vivait un fermier nommé Émile Barrault. Pour tous, c'était un homme serviable, toujours prêt à donner un coup de main, toujours un sourire quand on croisait sa route. On le décrivait comme poli, discret, presque trop discret. Il y avait pourtant quelque chose d'indéfinissable, un sentiment diffus qui mettait certains mal à l'aise sans qu'ils sachent pourquoi. Rien de concret, rien de condamnable. Juste cette impression qu'en sa présence, quelque chose sonnait faux. Quand les disparitions ont commencé, personne n'a d'abord songé à lui. Les filles du coin quittaient parfois le village pour chercher mieux ailleurs. On parlait de fugue, de vie nouvelle, mais plus les noms s'accumulaient, plus les regards se tournaient inconsciemment vers la ferme isolée d'Émile Barrault. Un soir d'hiver, un adolescent qui rentrait de chez un ami a décidé de couper à travers les champs pour gagner du temps. Ce qu'il a vu derrière la brèche l'a marqué à vie. Un détail glaçant, un détail que la police n'a jamais voulu confirmer, un détail qui allait transformer l'image d'un fermier affable en celle d'un des hommes les plus redoutés de la région. Dans ce village, Émile Barrault passait pour un voisin fiable. Quand un portail coinçait, quand une remorque tombait en panne, quand il fallait déplacer un veau sous la pluie, on l'appelait. Il venait, aidait, repartait. Pas de grands discours, des gestes précis. Les gens du coin l'appréciaient vraiment. Sa ferme était très bien tenue, la cour balayée, le bois empilé proprement, les outils accrochés par ordre d'usage, les papiers classés, la grange restait fermée à clé. Depuis quelques vols dans les environs, beaucoup s'étaient mis à faire pareil. À première vue, rien d'anormal. La nuit, on voyait parfois une lumière blanche passer entre les planches. Émile avait expliqué qu'il avait installé de nouvelles lampes LED pour travailler tôt le matin ou tard le soir, surtout pendant les mises bas et les réparations. L'explication tenait, dans une ferme, on travaille quand il le faut. Les soirs où l'on entendait un bruit régulier de métal, on pensait à une machine pour lever du poids, ou à un petit moteur. Des sons courants à la campagne. Au café du village, Émile parlait peu. Il saluait, payait sa facture, et écoutait surtout. On le croisait aux réunions de la coopérative, à l'ouverture de la chasse, et parfois aux réunions de la commune pour les chemins agricoles. Il connaissait les horaires du bus, les détours pendant les travaux, les endroits qui prennent l'eau après un orage. Rien d'étonnant pour quelqu'un du coin. De sa vie d'avant, on savait peu de choses. Certains disaient qu'il avait été marié, d'autres non. Les versions changeaient. Ici, on se fie surtout à ce que les gens montrent. Et Émile montrait un homme poli, à l'heure, prêt à rendre service. Les premiers signes n'avaient rien d'inquiétant. Un soir, un habitant a raconté qu'il avait vu le pick-up d'Émile rouler très tard, vers minuit, sur la petite départementale. Ce n'était pas interdit, mais ici, les routes sont désertes la nuit. On se demande toujours ce qu'on fait dehors à ces heures-là. Une autre fois, le facteur a signalé que la boîte aux lettres d'Émile était pleine, alors qu'on l'avait vu au café le matin même. Certains ont pensé qu'il préférait éviter les courriers, d'autres ont trouvé ça étrange. Des jeunes, qui passaient près de sa ferme en scooter, disaient avoir entendu des bruits sourds derrière la grange. Ça pouvait être n'importe quoi, une machine agricole, un animal enfermé, ou une porte qui tape avec le vent. Personne n'a insisté. Pris séparément, ces détails semblaient anodins. Mais ils revenaient assez souvent pour alimenter les conversations. Pas assez sérieux pour alerter la gendarmerie, mais suffisant pour installer un malaise diffus. La première disparue s'appelait Mélissa, 16 ans. On la connaissait pour son tempérament tranchant, sa façon de répondre sèchement, ses retards au lycée, ses soirées avec des garçons plus âgés. Le soir où elle n'est pas rentrée, la gendarmerie a pris la déposition, noté l'heure, posé les questions usuelles. Son sac d'école a été retrouvé le lendemain dans un fossé. Pas de papier, pas d'argent. Autour de la table de la cuisine, ses parents ont répété que cela ne lui ressemblait pas. Le village, lui, a fait ce qu'il fait souvent pour se protéger. Il a conclu à une fugue. La douleur est sûrement plus supportable quand on peut lui donner un motif, même fragile. 7 mois se sont écoulés sans nouvelles. Puis,
Sophie a disparu. 17 ans. Élève modèle, concours à venir, projet de prépa. Dans sa chambre, tout était resté en place. Rien ne manquait. Ses parents, très respectés, ont immédiatement mobilisé tout le village. Affiches, battues dans les bois, appels à témoins. Cette fois, la presse régionale en a parlé. Les gendarmes ont fouillé les rivières, interrogé les voisins, mais n'ont rien trouvé. Et, pour la première fois, on a chuchoté qu'il se passait quelque chose d'anormal. Que ce n'était pas un hasard. Quelques mois après, Élodie n'est pas rentrée chez elle. 15 ans. Elle sortait de la chorale. La maison était à moins d'1 kilomètre. 2 personnes ont dit l'avoir aperçue marcher le long des champs d'Émile au moment où la pluie a commencé. Les chiens pisteurs ont suivi une odeur jusqu'au carrefour, puis se sont arrêtés. À partir de ce jour, les familles ont changé leurs habitudes. On raccompagnait les filles, on laissait les porches allumés. Et surtout, on a cessé de dire que tout allait bien. Les gendarmes ont repris tous les trajets, heure par heure. Pour chaque disparu, les derniers pas dessinaient le même secteur. Le virage avant la départementale, une haie haute, un talus, un fossé où l'on ralentit sans y penser. Les téléphones, quand il y en avait, s'éteignaient dans une zone proche. Pas assez précis pour désigner une maison. Assez pour répéter le même doute. On a vérifié les caméras, il y en a peu. Celle de la mairie ne couvre pas ce bout de route. La station-service la plus proche filme l'entrée des pompes, pas la chaussée. Les commerces ferment tôt. On a cherché des témoins. Rien de concluant, rien d'exploitable. Le dimanche, des équipes de bénévoles se sont organisées par secteur. Champs, bord de rivière, bord de forêt. On a avancé en ligne, à distance régulière. On a remonté des fossés, soulevé des palettes, ouvert des cabanes abandonnées. On a trouvé des déchets, des pneus, des bâches. Rien qui mène à une personne. Quelques jours plus tard, un lundi, chacun a repris le travail. Ici, ça finit toujours comme ça. On fait au mieux, puis on retourne à sa vie. Les familles ont refusé d'abandonner. Elles ont demandé des contrôles plus visibles. La gendarmerie a installé un point de contrôle à l'entrée du bourg, de façon aléatoire. On a pris des plaques, posé des questions simples. Vous habitez où? Vous allez où? Les conducteurs ont répondu calmement. Beaucoup se connaissent. Difficile de distinguer un geste banal d'un geste suspect quand tout le monde se croise depuis des années. À la maison, on a changé les habitudes. On a envoyé des messages à l'arrivée. On a partagé les trajets en temps réel. On a évité la petite route après la nuit. Les commerçants ont fermé un peu plus tôt. Les enseignants ont rappelé les consignes. La prudence est devenue un rituel. Elle rassure, mais elle n'explique rien. Émile a participé aux recherches comme d'autres. Il a prêté son pick-up, apporté de l'eau, distribué des gilets pour être vu. Il connaît bien les chemins agricoles. Il en a proposé 2 qui contournent la route. On les a parcourus. Rien. Certains ont trouvé son calme utile. D'autres l'ont trouvé étrange. Personne ne l'a dit à voix haute. On n'avait pas de raison formelle. Les enquêteurs ont continué à chercher des points communs. Les jours de la semaine, la météo, les horaires, les appels reçus dans la dernière heure. Rien n'accrochait vraiment. Les comptes bancaires n'avaient pas bougé. Pas de billets de train, pas de covoiturage. Des conversations banales la veille. Rien qui annonce une disparition. La mairie a organisé une réunion publique. On a rappelé les consignes de base. Ne pas rentrer seul tard le soir. Prévenir quand on part. Se déplacer à 2 quand c'est possible. On a promis des patrouilles plus fréquentes. On a remis des affiches à l'entrée du village. Au bout d'une semaine, elles faisaient presque partie du décor. À ce moment-là, les murmures ont changé de ton. On ne parlait plus d'adolescentes parties sur un coup de tête. Un soir, au café du coin, un père a lâché une phrase qui a fait taire tout le monde. Il a dit « Si quelque chose s'est passé dans ce virage, ça n'a pris que quelques secondes. » Ces mots ont laissé un goût amer, parce qu'ils résumaient exactement ce que tout le monde craignait sans oser le dire. Quelques jours plus tard, un adolescent du village, accompagné de ses parents, s'est présenté à la gendarmerie. Il a expliqué ce qu'il avait vu, une nuit d'hiver, en passant près de la grange d'Émile. À partir de ce moment-là, l'enquête n'a plus eu la même allure. C'était un mercredi d'hiver. Il revenait de chez un ami, plus tard que prévu. Il a pris le chemin le plus court, celui qui longe la ferme d'Émile. Il faisait froid, un vent léger, pas de brouillard. La route était presque vide. En passant près de la grange d'Émile, il a vu une lumière blanche à l'intérieur. Pas la lueur jaune habituelle, une lumière nette, comme dans un atelier. Il s'est approché du mur. Une planche était légèrement décalée. Il a regardé par l'interstice. Il a décrit une table. Au-dessus,
Une lampe fixée. Dans le fond, un système de levage, avec un crochet suspendu. Le crochet montait d'un cran, puis redescendait de quelques centimètres. Un bref bruit de métal accompagnait le mouvement. À droite, il a vu un morceau de tissu qui tournait lentement, accroché à quelque chose qu'il ne distinguait pas bien. Il a cru reconnaître un petit bracelet en tissu, violet, avec un fil argenté. Le même type de bracelet vendu à la fête de l'école l'été dernier. Il a insisté qu'il n'en était pas sûr. Il a dit qu'il avait peut-être fait le lien après coup, en repensant aux disparitions. Il a aussi parlé d'un souffle, régulier, mais pas celui d'une machine. Comme quelqu'un qui respire par à-coups. Il a reculé. Il s'est éloigné sans courir, pour ne pas faire de bruit. Il n'a rien dit chez lui ce soir-là. Il a mal dormi. Le lendemain, il a hésité. Le surlendemain, il en a parlé à ses parents et ils sont allés ensemble à la gendarmerie. Les gendarmes ont posé des questions simples. L'heure exacte, la distance, ce qu'il a entendu avant et après. S'il avait vu quelqu'un. Il a répondu qu'il n'avait vu aucune silhouette clairement. Seulement des éléments distincts dans la lumière. La table, la lampe, le crochet, le morceau de tissu. Et, pendant quelques secondes, un objet métallique posé à côté de la table, comme une boîte ouverte. Il n'a pas su dire ce qu'il y avait dedans. Dans le procès-verbal, les gendarmes ont noté que le détail du bracelet ressemblait à ce qu'une famille avait mentionné, tout en rappelant que cela pouvait être une coïncidence. Le jour même, une patrouille s'est rendue chez Émile Barrault. Contrôle simple, sans mandat de perquisition. Émile a ouvert, a répondu calmement. Il a expliqué qu'il travaillait parfois tard quand les animaux l'exigeaient, ou quand une réparation ne pouvait pas attendre. Il a montré la cour, les abris, les outils. Rien d'anormal en extérieur, la grange était fermée. Il a dit qu'il avait des tâches en cours et qu'il préférait qu'on repasse plus tard, quand il serait disponible pour tout ouvrir proprement. Les gendarmes ont noté l'échange dans leur rapport. Politesse, coopération, mais accès refusé à la grange sur le moment. Ils ont fait le tour du bâtiment. Rien de visible entre les planches, cadenas en place, serrure sans trace d'effraction. Au sol, des traces de pneus et de bottes, comme dans n'importe quelle ferme. Le lendemain, ils sont revenus avec une convocation pour une audition libre. Émile s'est présenté à l'heure. Il a donné ses horaires de travail pour la semaine. Il a confirmé être passé à la grange le soir indiqué pour un problème de matériel. Il a parlé d'une chaîne détendue sur un système de levage. En parallèle, les gendarmes ont refait la zone. Le même trajet, la même heure, de nuit. Ils ont vérifié la distance, l'angle entre la planche et la lampe. À l'œil nu, on pouvait distinguer des formes si l'éclairage était bas et dirigé vers la table. À quelques mètres, les sons portaient bien. Leur conclusion interne disait que le témoignage tenait, au moins, sur la partie visuelle et sonore. Les enquêteurs ont croisé les informations déjà connues. Les achats récents d'éclairage puissant, les passages en voiture la nuit, les points où les téléphones s'éteignaient. Rien ne suffisait pour une perquisition immédiate. Mais, pour la première fois, il y avait un récit précis, avec des repères concrets, attachés à un lieu. La famille de Mélissa a reparlé du bracelet. Elle a montré une photo prise l'été d'avant. Le motif violet avec un fil argenté était visible au poignet. Les gendarmes ont comparé avec la description du témoin. Ils ont noté la similarité, sans parler de preuves. Ils ont décidé de demander une autorisation pour une visite plus poussée des bâtiments d'Émile, avec son accord ou, si nécessaire, sur réquisition. Pendant ce temps, le village a appris qu'un adolescent avait parlé. Pas le contenu, mais l'idée qu'il y avait enfin un élément nouveau. Les conversations se sont raccourcies. On évitait les noms. On regardait un peu plus vers la ferme, sans s'y attarder. Dans le dossier, le rapport de fin sonnait différemment. Il parlait d'un lieu, d'un horaire, d'une scène plausible. Il concluait que tout cela justifiait des vérifications techniques et juridiques complémentaires. Ce soir-là, la lumière de la grange ne s'est pas allumée. Ou alors, personne ne l'a vue. Mais l'impression s'est installée pour de bon. Quelque chose se jouait là, précisément, entre ces murs, à des heures où le village dort. À partir de cette nuit, chaque voiture qui ralentissait au virage a été notée. Chaque arrêt, chronométré, chaque détail, consigné. L'enquête avait enfin une direction. Sur le papier, Émile était irréprochable, casier vierge, assurances à jour, cotisations payées. À la coopérative, on le décrivait comme régulier. À la mairie, ponctuel quand il fallait signer un document. Chez les voisins,
Serviable, discret, poli. Les gendarmes ont repris chaque date clé. Pour le soir où Mélissa n'est pas rentrée, Émile a dit qu'il réparait un axe de herse chez un voisin. Celui-ci a confirmé. L'horaire restait flou, entre 18h30 et 19h30. Pour la disparition de Sophie, Émile a montré un ticket de carte bancaire d'une quincaillerie à 19h11 dans la ville la plus proche. Le trajet entre la ferme et le magasin prend une vingtaine de minutes. L'horaire est compatible avec beaucoup de scénarios. Pour Élodie, il a parlé d'une livraison de fourrage à vérifier dans l'abri. Il a montré le bon de livraison signé dans l'après-midi. Rien ne contredisait sa version. Ils ont aussi regardé ses usages du téléphone. Le soir, il le laissait parfois en charge à la maison. Plusieurs créneaux montraient un appareil immobile à la ferme, alors que des témoins l'avaient vu au café ou sur la route. Il a répondu que c'était courant. Dans le coin, on sort sans téléphone quand on connaît le trajet par cœur. Rien d'illégal, juste une habitude. Le pick-up a retenu l'attention. Un feu arrière avait été remplacé récemment. Facture à l'appui. Émile a expliqué qu'il l'avait accroché en reculant contre un tas de palettes. Les gendarmes ont vérifié les palettes. Traces possibles, rien de décisif. Les pneus étaient propres. Trop propre pour certains. Il a répondu qu'il passait au lavage automatique quand il revenait de la carrière. Là encore, ticket retrouvé. Difficile à discuter. À l'audition, son attitude était constante. Il écoutait, demandait de répéter les questions complexes, répondait calmement, sans s'énerver. Il ne fuyait pas le regard. Il ne se perdait pas dans les détails. Il donnait juste assez d'informations pour paraître précis, pas trop pour éviter les contradictions. Quand on lui demandait de redire un horaire, il utilisait les mêmes mots. Vers 19h. À peu près. Juste après le journal local. Les enquêteurs ont comparé ses achats des derniers mois. Des ampoules LED puissantes, gants, produits de nettoyage, un lot de sacs poubelles épais, chaînes et mousquetons pour stockage. Rien d'exceptionnel pour une exploitation agricole. Tout pouvait servir à 1000 choses, sans que cela devienne suspect en soi. Le problème n'était pas les objets. Le problème, c'était la cohérence globale. Tout tombait juste. Tout paraissait prévu. Ils sont retournés à la ferme avec son accord pour voir ce qu'il était prêt à montrer. La maison, rien à dire. Cuisine propre, salon simple, chambre sans désordre. Les dépendances, mêmes impressions. Les outils alignés, les pièces de rechange dans des bacs étiquetés. La cour balayée. Les abris ouverts. La grange, non. Il a dit qu'il devait finir un rangement pour éviter un accident et qu'il ouvrirait volontiers le lendemain quand tout serait sécurisé. Il a insisté sur la sécurité. Sur le fait qu'un visiteur pouvait se blesser. C'était recevable. Ce n'était pas satisfaisant. En sortant, un gendarme a noté un détail neutre, mais parlant. Sur le calendrier accroché près de la porte, certains soirs étaient entourés au feutre. Rien d'écrit, juste un cercle. Pas les jours de marché, pas les réunions de coopérative, d'autres types de soirs. Quand on lui a demandé, Émile a répondu qu'il entourait parfois des journées chargées pour penser à vérifier les niveaux des machines. Une habitude, selon lui. On a consulté les voisins proches. Des réponses banales, presque identiques, un homme poli, toujours prêt à aider. On l'avait vu partir de nuit, parfois. Pour les veaux, disait-on. Pour une panne d'eau. Personne n'avait noté de cris, ni d'odeurs étranges, ni de visiteurs inhabituels. Une remarque est revenue 2 fois. Il s'arrête souvent au même endroit, le long du virage avant la départementale. Pour téléphoner, peut-être. Ou pour vérifier quelque chose dans la benne. Rien d'anormal dans l'absolu. Sauf quand on sait ce que ce virage représente dans le dossier. La procureure a demandé une synthèse. Les gendarmes ont listé ce qu'ils avaient. 3 disparitions dans un rayon restreint. Des horaires qui se recoupent. Des téléphones coupés dans la même zone. Un témoignage d'adolescent sur une scène possible dans la grange. Un propriétaire coopératif, mais qui n'ouvre pas immédiatement le bâtiment le plus sensible. Des achats compatibles avec un atelier. Des trajets de nuit répétés. Aucune preuve matérielle. Beaucoup de choses plausibles. Pas assez pour une perquisition forcée sur le champ. Suffisant pour demander une réquisition encadrée, avec conditions. Au café du village, l'ambiance avait changé. On évitait de parler d'Émile à voix haute. Les gens s'arrêtaient à mi-phrase quand la porte s'ouvrait. Certains venaient s'asseoir plus près des fenêtres pour voir passer les phares, par réflexe. Les familles, elles, attendirent des nouvelles concrètes. Pas des impressions, pas des hypothèses. Elles demandèrent des actes. À ce stade, la gendarmerie a formalisé la demande. Une visite complète des bâtiments, avec inventaire des pièces, relevé photographique et possibilité de saisir ce qui serait utile à l'enquête. La demande s'appuyait sur le témoignage, les recoupements d'horaires et l'impossibilité de lever les doutes autrement.
L'autorisation a été transmise pour un créneau précis, en journée, avec Émile présent et un vétérinaire de secteur disponible en cas de besoin pour sécuriser les animaux. La veille de cette visite, les enquêteurs ont refait une dernière fois les trajets des disparus. Comme pour se rappeler que derrière les procédures, il y a des distances simples. Un trottoir, un champ, un virage, une portion de route sans lampadaire. Le matin fixé, ils se sont présentés à la ferme. Émile a ouvert le portail. Même calme, même politesse. Il a dit qu'il comprenait, qu'il voulait, lui aussi, que tout soit clair. La cour était propre, l'air sentait la paille humide. Les poulies grinçaient au loin, dans un autre hangar. On a commencé par la maison, pour suivre l'ordre établi, puis les abris, les ateliers. Tout a été photographié. Rien ne dépassait. Il restait la grange, le bâtiment pour lequel il avait promis l'accès ce jour-là. Émile a sorti une clé de sa poche, a regardé l'équipe, puis la serrure. Il a mis la clé, sans précipitation. Les gendarmes ont pris place. Un photographe a réglé son appareil. Le procès-verbal notait l'heure exacte d'ouverture. Jusqu'ici, rien ne prouvait qu'Émile mentait. Rien ne prouvait l'inverse non plus. C'est dans cet entre-deux que tout le village vivait depuis des semaines. La poignée a tourné. Le cadenas a claqué. La porte de la grange a commencé à s'ouvrir. La porte de la grange s'est ouverte lentement. Une odeur d'huile et de produits ménagers a rempli l'air. L'équipe est entrée en silence. Un gendarme a coupé l'interrupteur près de l'entrée. Les techniciens ont branché leurs lampes. Tout a été photographié avant de toucher quoi que ce soit. L'intérieur ressemblait à un atelier organisé. À gauche, un établi propre, un étau, des bacs de vis. Au centre, une table lourde avec une lampe fixée au-dessus, dirigée vers le bas. Au plafond, un système de levage relié à une poutre. Crochet en place. Sangle roulée. Rien ne traînait. Au sol, des dalles en caoutchouc formaient un carré net, comme une zone de travail délimitée. Dans un coin, un seau, des chiffons, 2 flacons de détergent. Sur l'étagère d'à côté, des gants, du ruban adhésif, des colliers de serrage, des sangles. Dans une ferme, ces objets ne surprennent pas. Pris ensemble, ils dessinaient une habitude méthodique. Un technicien a noté la présence d'un rideau sombre replié sur un rail, fixé entre 2 poteaux. Tiré, il aurait isolé la table et le crochet du reste de la grange. Il a mesuré, pris des photos de détail. À l'arrière, une rallonge enroulée, un minuteur simple, posé à côté d'un vieux radio-réveil. Tout a été listé. Sur une étagère plus haute, 3 boîtes en plastique transparent. 2 étaient remplies de pièces et d'outils. La 3e n'avait pas d'étiquette. À l'intérieur, des objets sans lien évident avec l'exploitation. Un élastique à cheveux, un ticket de supérette plié, un badge de vestiaire sans nom, et un petit bracelet en tissu, violet, avec un fil argenté. Le technicien a arrêté son geste. Photo. Gants changés, mise sous scellé. Près de la porte, un tableau simple avec des dates entourées, les mêmes que celles vues sur le calendrier de la maison. À côté, un plan imprimé du bourg avec un cercle au niveau du virage avant la départementale. Un marqueur avait tracé 2 flèches vers des chemins agricoles. Au pied de la table, une marque sombre à peine visible sur une dalle. Un test de surface a été réalisé, sans conclusion immédiate. Le chef d'équipe a demandé de sécuriser la zone pour des prélèvements plus poussés. La lumière a été abaissée, les angles revus, la scène figée. Dans un casier métallique, une tenue complète était pliée. Combinaison, bottes, gants, propres, comme prêtes à servir. Sur l'étagère au-dessus, 2 chronomètres bon marché et un carnet à couverture noire. À l'intérieur, des colonnes manuscrites, date, heure, pluie ou sec, vélo, piéton, silence. Des temps notés à la seconde près. Rien n'expliquait clairement à quoi ils correspondaient. Les pages ont été photographiées, puis placées sous scellé. Un gendarme a demandé à Émile de rester à portée de vue dans la cour. Il a acquiescé. Il n'a pas posé de questions. Son calme n'a pas bougé. À plusieurs reprises, on l'a vu regarder la grange, sans insister. Les techniciens entraient et sortaient, méthodiques, précis, sans commentaire. En fin de visite, la liste des saisies a été lue à haute voix. Les boîtes sans étiquette, le bracelet en tissu, le carnet à colonnes, les plans imprimés, le minuteur, les prélèvements réalisés sur les dalles, les photos d'ensemble et de détail. Émile a signé le procès-verbal. Il a demandé s'il pouvait remettre un cadenas après leur départ. On lui a répondu que la grange restait scellée. La procureure a été appelée.
Les éléments ne constituaient pas, à eux seuls, une preuve définitive. Mais ils justifiaient une mesure de garde à vue pour vérification. Le bracelet, surtout, demandait une comparaison formelle avec les photos fournies par la famille. L'information est passée, la décision a suivi. Sur le chemin de la brigade, la voiture a longé le virage avant la départementale. Le même que sur le plan de la grange, le même que dans les dossiers des disparitions. À l'intérieur, personne ne parlait. À la brigade, Émile a été notifié de ses droits. Il a demandé un avocat. On lui a apporté de l'eau. L'enquête changeait de cadre. Elle quittait les suppositions. Elle entrait dans la vérification minutieuse, objet par objet, date par date, minute par minute. Le soir, la nouvelle s'est répandue sans qu'on sache d'où elle venait. On disait que la grange avait livré quelque chose. On ne savait pas quoi. On savait juste que ce n'était plus une rumeur. Le dossier avait enfin des prises. La nuit est tombée tôt. Dans la cour d'Émile, le scellé rouge sur la porte a brillé à la lumière des phares. Et, pour la première fois depuis des semaines, la grange est restée dans le noir total. Rien n'a bougé. Rien n'a sonné. Le lendemain, l'audition a commencé. Le matin, à la brigade, l'audition a commencé. Émile a demandé un avocat. On lui a rappelé ses droits. Les questions ont suivi, simples au début. Où étiez-vous ces soirs-là? Qui peut confirmer? Pourquoi ces allers-retours de nuit? Il a répondu calmement. Toujours le même ton, toujours les mêmes repères. Vers 19h, après le journal local, une chaîne à retendre, une panne à vérifier. Les enquêteurs ont présenté les saisies de la grange, la table, le système de levage, le rideau sur rail, le carnet avec les colonnes, les chronomètres. Émile a parlé d'atelier, de sécurité, de matériel lourd. Il a dit qu'il notait des choses pour s'organiser. Rien d'illégal à tenir un carnet. Rien d'interdit à mesurer ses temps de travail. Dans l'après-midi, les premiers retours du labo sont arrivés. Sur les dalles, présence de sang humain en très faible quantité, dilué par des produits ménagers. ADN dégradé, non attribuable. Technique, mais clair. Il y a eu du sang, sans qu'on puisse dire de qui. Dans la boîte sans étiquette, le bracelet en tissu a été testé. Le laboratoire a isolé un profil génétique féminin sur le ruban. La comparaison indirecte avec les parents de Mélissa a montré une compatibilité très élevée. Pas une certitude absolue, mais un indice lourd. Confronté au résultat, Émile a répondu qu'il ramassait parfois des objets trouvés près des chemins. Il a dit qu'on mélange vite tout dans une ferme. L'avocat a demandé qu'on reste sur les faits établis. Le carnet a pris de l'importance. Les dates entourées coïncidaient avec 2 disparitions. Les mentions « pluie » ou « sec » collées à la météo des soirs concernés. Les lignes « vélo », « piéton », « silence » entourées des durées à la seconde. Les enquêteurs y ont vu une façon de mesurer le temps sans circulation au virage. Émile a parlé d'une étude perso pour choisir les heures où il pouvait déplacer du matériel sans gêner. Les gendarmes ont noté la réponse. Ils ont aussi noté que les flèches du plan de la grange pointaient précisément vers ce virage. Le pick-up a été examiné plus finement. Dans la benne, des microfibres textiles ont été relevées. À ce stade, impossible de dire à qui elles appartenaient. Sur une sangle, des traces de produits nettoyants ont été détectées, les mêmes que sur la zone de dalle. Là encore, c'était un élément de contexte. Rien qui suffise seul, mais tout se superposait de plus en plus. En garde à vue, les heures pèsent. Les questions reviennent, formulées autrement. On demande pourquoi la grange était fermée les soirs signalés. Il a répondu « sécurité ». On demande l'utilité d'un rideau qui isole la table du reste. Il a répondu « poussière, peinture, animaux nerveux ». Chaque fois, une raison. Jamais de rupture dans sa voix. En fin de journée, une confrontation a eu lieu sur les temps notés dans le carnet. 19h, 12, 22h, 47, 2h, 15. Les enquêteurs ont montré les relevés téléphoniques et les trajets estimés des disparus. Les horaires correspondaient trop bien. Émile a gardé le silence, sur conseil de son avocat. Le lendemain matin, d'autres résultats sont tombés. Sur le bracelet, une seconde analyse a confirmé la compatibilité génétique avec la famille de Mélissa. Sur une dalle, un test complémentaire a mis en évidence des traces anciennes, invisibles à l'œil nu. Le rapport précisait « origine humaine probable ». Pas d'identification nominative, mais une pièce de plus au même endroit. La procureure a été informée. Elle a ordonné la poursuite de la garde à vue et la présentation d'Émile à un juge d'instruction dans la journée. Le cadre a changé. On n'était plus dans la simple audition. On entrait dans la mise en examen possible pour enlèvement et séquestration, avec la question, désormais posée, d'homicide. Avant le transfert, une dernière question a été posée.
sans hausse de ton. Pourquoi ces mesures de temps autour du virage? Pourquoi ce plan imprimé avec un cercle au même endroit? Émile a regardé la table. Il a dit qu'il aimait que tout soit sous contrôle. Au village, la nouvelle a circulé vite. Pas les détails, seulement l'essentiel. La grange avait livré des éléments. Un juge allait reprendre le dossier. Les familles ont compris que l'enquête accrochait enfin à quelque chose de solide. Elles n'ont pas parlé aux caméras. Elles ont attendu. En fin d'après-midi, Émile a été présenté au juge. Mise en examen. Placement en détention provisoire demandé par le parquet. Pour les enquêteurs, une étape était franchie. La suivante consistait à relier, pièce par pièce, ce qu'on avait vu dans la grange à ce qui s'était passé dehors. Le soir, la route du virage est restée vide plus longtemps que d'habitude. On avait ajouté un ruban de balisage au bord du fossé. À l'entrée du village, les affiches n'avaient pas bougé. Elles disaient toujours les mêmes prénoms. Mais une question planait sur tout le reste. Où était-elle? Et qu'est-ce que les pages du carnet n'avaient pas encore dit? Des mois après la mise en examen, Émile a demandé à parler. Devant le juge, il a expliqué d'une voix calme. Il attendait le bon moment, ces quelques secondes où la route du virage était déserte. Alors, il agissait. Et il emmenait ses victimes à la grange. Il a décrit la pièce comme on décrit un dispositif. Lampe basse, rideau tiré, table au centre, minuteur posé. Puis il a parlé de ses règles. Ne pas parler, ne pas bouger. Regarder la lumière. Répondre seulement quand il le demande. À chaque faute, il arrêtait le minuteur, traçait un trait dans son carnet et reprenait au début. Il comptait les respirations. Il rectifiait leur posture d'un geste sec. Il imposait l'immobilité jusqu'aux crampes. Il laissait le froid s'installer dans la pièce. La lampe dirigée vers leurs yeux, jusqu'à l'épuisement. Le silence prolongé, jusqu'à la rupture. Il n'utilisait jamais les mots douleur ou peur. Il disait réglage, calage, tolérance. Il notait les tremblements comme des variations, les pleurs comme du bruit. Pour lui, ce n'étaient plus des prénoms. C'étaient des temps, des colonnes, des seuils à atteindre. Il a reconnu qu'aucune d'elles n'était ressortie vivante. Il a assumé la responsabilité des faits. Mais dès que venait la question de l'après, il se taisait. Aucun lieu, aucun trajet, rien. C'est réglé, a-t-il répété, sous contrôle. Les experts ont décrit un profil obsédé par la maîtrise, sans empathie, qui transforme la souffrance en procédure. Le jury a retenu les aveux, le bracelet, la scène, les horaires. La peine est tombée. Réclusion à perpétuité. En détention, il a noirci quelques pages. Uniquement des colonnes. Date, heure, pluie ou sec, silence, piéton. Aucune explication, aucune adresse. Il a refusé jusqu'au bout de dire où étaient les corps. Quelques années plus tard, il est mort à l'hôpital pénitentiaire. Aucun plan, aucun mot. Le secret est parti avec lui. Le village a avancé lentement. Le lampadaire au virage est resté. On a ajouté des glissières et déplacé l'arrêt de bus. La ferme a été vendue, la grange démontée. Le terrain sert de stockage. Personne ne s'y attarde. La vie a repris, mais elle ne sonne plus comme avant. Émile Barrault n'a pas seulement piégé les trajets. Il a mesuré la peur de ses victimes, imposé leur immobilité, transformé leurs supplications en lignes de carnet. Pour lui, ce n'étaient plus des adolescentes avec un prénom, une famille, une vie. C'étaient des chiffres, des durées, des colonnes à remplir. Il a avoué ses règles, ses minutages, son besoin maladif de tout contrôler, mais jamais l'essentiel. Où sont-elles? Que faisait-il de celles qui ne passaient pas ces épreuves? C'est ce silence, au milieu de ces aveux froids, qui glace encore le village. Parce qu'au fond, le plus terrifiant n'est pas ce qu'il a raconté, mais ce qu'il a choisi de taire. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour les prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire, quel est votre ressenti après avoir entendu cette affaire?